Dans le chapitre précédent, on a vu comment améliorer la gestion des assertions dans nos tests, notamment comment les rendre plus facilement lisibles et diminuer la duplication de code. Mais il est encore possible d'améliorer nos tests davantage. Dans ce chapitre, on va reprendre les tests de la commande là où on les avait laissés et voir ce qu'il est possible de faire pour améliorer la partie arrange. Commençons avec le test qui nous indique qu'une commande peut être combinée avec une autre commande pour le même client. On va créer un client, une première commande contenant un burrito, une seconde commande contenant une boisson, et enfin on va combiner les deux commandes et s'assurer que la commande combinée contient bien le burrito et la boisson. À l'intérieur de ce test, on remarque qu'il y a des informations qui ne nous intéressent pas particulièrement. Par exemple, le nom de la boisson, ou encore ce que contient le burrito. Ces informations n'ont pas d'intérêt pour la compréhension du comportement mis en avant par le test. Tout ce qui nous intéresse est d'avoir un burrito et une boisson. En quelque sorte, il ne s'agit que de bruit. On va pouvoir masquer ce bruit en extrayant des méthodes de création pour ces objets. Commençons par la boisson. On va extraire une méthode, une boisson. De même, on va pouvoir extraire une méthode de création pour le burrito, que l'on va appeler un burrito. PHP Store nous informe qu'il a trouvé de la duplication et que ce code est présent ailleurs. Il nous propose de potentiellement remplacer cette duplication, ce que l'on va accepter. Le premier fragment de code dupliqué se trouve dans le test qui vérifie qu'une commande qui contient plusieurs burritos peut bénéficier d'une réduction. Là encore, le contenu du burrito n'est pas important, on veut simplement un burrito. On va donc pouvoir remplacer ce fragment de code. Pour les mêmes raisons, on va remplacer le fragment de code suivant qui se trouve exactement dans le même test. On voit qu'on vient d'améliorer la lisibilité du test que l'on a sous les yeux. On a une commande avec deux burritos, peu importe ce qu'ils contiennent, et cette commande peut bénéficier d'une réduction. Dans le test que nous étions originalement en train de modifier, là encore, la lisibilité est améliorée. On a une première commande qui contient un burrito et une seconde commande qui contient une boisson. Peu importe la boisson, peu importe le burrito. On va maintenant faire une petite mise en situation. Alors que nous étions tranquillement en train d'améliorer nos tests, on nous demande de mettre en place très rapidement une nouvelle fonctionnalité. Le but de cette fonctionnalité est de pouvoir avertir la cuisine si notre client a des allergies. Avant de se mettre à coder cette nouvelle fonctionnalité, on va d'abord lancer les tests pour s'assurer que le code est bien capable de l'accepter. Tout est vert, on peut continuer. Pour cette fonctionnalité, on doit aller modifier la classe client et rajouter la propriété et un paramètre au constructeur. Et on va s'assurer que tout se passe bien en lançant les tests. Ouh! L'ajout de cette propriété a provoqué de nombreux échecs de test. On doit passer dans plusieurs tests pour spécifier une valeur attendue par le constructeur. On est là face à un des points qui fait partie des plus frustrants avec les tests, quand ils nous rendent la vie plus compliquée que prévu. Personne n'a envie d'aller éditer plein de tests pour pouvoir mettre en place une nouvelle feature. On va revenir en arrière et tâcher de se faciliter la vie. On va reprendre l'idée de Ken Beck à propos de l'introduction de changements dans une codebase. On va faire en sorte que ce changement soit facile à implémenter, et ensuite on va faire ce changement facile. Dans la citation, Ken Beck précise que rendre le changement facile à implémenter n'est pas forcément facile. Par chance, dans notre cas, ça l'est. Dans nos tests, on va encapsuler la création d'un nouveau client dans une méthode un client. Là encore, l'IDE a détecté de la duplication, et il nous informe qu'il peut remplacer les appels au constructeur de la classe client par des appels à notre nouvelle méthode un client, ce que l'on va s'empresser d'accepter. Et nos tests, bien sûr, continuent de passer avec ce simple refactoring. On va pouvoir retourner ajouter la propriété dans notre classe client et lancer les tests. On a toujours autant de tests qui échouent, en revanche, cette fois, le problème est bien mieux localisé. Il se trouve dans la méthode un client. Dans cette méthode, on va donc pouvoir ajouter le paramètre manquant à l'appel du constructeur de client, ce qui devrait corriger notre problème. On va dire que notre client n'est pas allergique. On a déjà réussi à corriger pas mal de tests, mais il y en a un qui continue d'échouer. Il reste une création de client dans le code qui n'a pas été extraite. Ce qui est normal puisque le fragment dupliqué parlait de Marc à la table 17, ici on parle de Chloé à la table 22. Pour nous permettre de faire passer les tests rapidement, on va dire que Chloé également n'est pas allergique, en rajoutant le paramètre manquant au constructeur, et lancer les tests. Désormais, tous nos tests passent. En revanche, dans ce test, même si nous avons bien un appel à la méthode client, il reste un appel direct au constructeur de la classe client. On aimerait faire en sorte d'utiliser là aussi la méthode client pour bénéficier des avantages que son utilisation nous apporte. On ne veut pas connaître les détails de ce client. Son numéro de table, son nom et s'il est allergique ou non ne nous intéresse pas.
On veut pouvoir également profiter de la localisation des changements dans la méthode de création si la liste des paramètres du constructeur de la classe client est modifiée. Alors comment faire? On peut se poser quelques questions. Est-ce que le prénom de nos clients est si important que ça? A priori non. Dans ce cas-là, on pourrait renommer Chloé en Marc. Après tout, il est tout à fait envisageable d'avoir deux clients avec le même prénom à deux tables différentes. On va essayer de renommer notre premier client Marc. Les tests passent toujours. Et finalement, maintenant, la seule différence entre Marc de la table 17 et Marc de la table 22 est le numéro de table. On va donc faire en sorte de générer des numéros de table différents pour chacun de nos clients. Pour cela, dans la méthode client, on va remplacer la valeur de table ID par une valeur que l'on soit capable de modifier à chaque appel. On va déclarer une propriété table ID qui vaut 17 par défaut et l'incrémenter à chaque appel. Ce qui veut dire que notre premier client sera à la table 17, le client d'après à la table 18, et ainsi de suite. On aura donc différents clients, tous nommés Marc, qui ne sont pas allergiques, mais placés à des tables différentes. On va alors pouvoir remplacer l'appel au constructeur qui nous permettait de créer Marc de la table 22 par un appel à un client. Et on s'assure que nos tests continuent de passer. Comme on le voit, on a réussi à améliorer la lisibilité du test avec les deux clients. On a pu cette étrange différence avec d'un côté l'utilisation de la méthode client et de l'autre l'appel direct au constructeur de la classe client. Puisque l'on a notre test sous les yeux, on voit qu'il reste une information qui ne nous sert pas, le contenu de la commande. On peut donc extraire une méthode commande pour qui va nous permettre de masquer le contenu de la commande. Et une fois encore, accepter l'aide de PHPStorm. On va pouvoir procéder au second remplacement dans le même test, et procéder au remplacement dans le test dans lequel on s'assure qu'une commande peut être marquée comme en cours de traitement, puisque là encore, le contenu de la commande ne nous intéresse pas. On vient encore de gagner en lisibilité sur ce test. On lit désormais une commande pour premier client et une commande pour deuxième client. Comme on l'a vu, l'IDE nous a proposé de faire un remplacement à un autre endroit. Retournons voir le test concernant le traitement de la commande. Le remplacement que nous venons d'effectuer en ajoutant une méthode commande pour nous a permis d'écrire « Je veux une commande pour un client ». Ici, on n'est pas particulièrement intéressé par ce client. On peut donc extraire une nouvelle méthode que l'on va appeler une commande, puisque tout ce qui nous intéresse ici est d'avoir une commande. Et hop, on a encore réussi à améliorer la lisibilité. Pas de détails inutiles. Il nous faut une commande, on a une commande. On va revoir l'ensemble des tests petit à petit. Ici, nous avons une commande qui est marquée comme en cours de traitement et on vérifie que cette commande est bien en cours de traitement. Dans le test pour le menu enfant comme pour le menu du jour, on parle également d'un client. On pourrait vouloir extraire une méthode pour masquer ce client. Pour le moment, puisqu'on ne ressent pas de douleur particulière, je pense que l'on peut laisser les tests tels qu'ils sont. Si demain ces tests commencent à nous poser problème, alors il faudra peut-être mettre une méthode de création en place. Dans le test qui vérifie qu'une commande avec plusieurs burritos peut bénéficier d'une réduction, on retrouve notre client. Et là encore, finalement, il ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse pour ce test est le contenu de la commande. On peut alors vouloir masquer la présence du client en créant une nouvelle méthode de création. On va d'abord extraire la liste des produits de la commande et rajouter une méthode de création. Le nom une commande est pris. Effectivement, on vient de l'utiliser dans le premier test de notre fichier. On va donc essayer autre chose. On fait une commande pour des produits. Ah, c'est pris aussi. C'est vrai. Dans les tests où seul notre client nous intéressait, nous avons décidé de nommer la méthode de création une commande pour. On peut peut-être dire alors qu'on fait une commande avec des produits. On n'a qu'à décider de nommer notre méthode de création une commande avec. On vient juste de voir un des problèmes des méthodes de création. Chaque petite variation nous force à créer une nouvelle méthode. À la fin, on ne sait plus vraiment où donner de la tête, ni quelle méthode sert à quoi sans regarder sa liste de paramètres. On verra dans un autre chapitre une solution à ce problème. Quoi qu'il en soit, notre test vient encore de gagner en lisibilité. On lit une commande avec un burrito, un deuxième burrito. Et à la fin, on s'assure bien que cette commande avec deux burritos peut bénéficier d'une réduction. On vient de voir plusieurs idées intéressantes autour des méthodes de création. On a vu les méthodes de création les plus simples, qui retournent toujours le même objet, celles qui ont besoin de paramètres, et enfin, celles qui sont capables de générer juste ce qu'il faut de variations pour nous permettre d'avoir des objets légèrement différents à chaque appel. Alors faut-il aller aussi loin et rajouter une méthode de création pour chaque élément de chaque test? Pas forcément. On a même vu que cela pouvait devenir compliqué au bout d'un moment. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette solution permet d'améliorer la lisibilité en enlevant une partie du bruit, en masquant les détails inutiles qui nuisent à la compréhension du comportement que l'on souhaite vérifier avec le test. On n'a alors plus à se demander est-ce que cette information est vraiment importante? Est-ce que le test devrait échouer si je la modifie? Et comme on l'a vu, les méthodes de création permettent de faciliter la maintenance des tests.
Quand le code est modifié, on peut diminuer le nombre d'endroits dans lesquels on doit répercuter ces changements. Les modifications sont plus localisées, ce qui nous permet de ne plus être fortement ralenti par les tests lorsque l'on veut ajouter une nouvelle fonctionnalité.